Chapitre 6. Le soir, où Rossi me remit l'enveloppe contenant les documents, commença mon père, je le laissai, tout sourire, sur le seuil de son bureau. Puis, comme je tournais les talons, je fus envahi par l'impression que je ne devais pas le quitter comme ça, que je devais retourner discuter un peu avec lui. Je savais que c'était simplement dû à notre étrange conversation, la plus bizarre de toute ma vie, et je réprimai aussitôt cette impulsion. Deux étudiants en troisième cycle de notre département apparurent dans le couloir en bavardant, saluèrent Rossi avant qu'il ne referme sa porte, et s'engouffrèrent dans l'escalier derrière moi. Leur discussion animée me donna le sentiment que la vie reprenait son cours normal, mais j'éprouvais toujours un malaise. À l'intérieur de ma sacoche pesait la présence brûlante de mon livre, avec son dragon en guise d'ornement. Et Rossi y avait ajouté cette liasse de notes scellées. Je me demandais si j'allais les regarder dès ce soir, installé seul derrière le bureau de mon petit appartement. J'étais épuisé, et je sentais que je n'aurais pas le courage d'affronter leur contenu. J'avais la conviction, également, que la lumière du jour me rendrait ma confiance et ma raison. Peut-être n'accorderais-je plus aucun crédit à l'histoire de Rossi à mon réveil, encore que, j'en avais la certitude, elle continuerait à me hanter, que j'y croie ou non. J'étais dans la rue maintenant, et je passais sous les fenêtres de Rossi, levant machinalement les yeux vers sa lampe qui continuait à briller derrière les carreaux. Mais comment ne pas croire mon directeur de thèse sur des faits remontant à ses études? Douter de lui ne remettrait-il pas en question tout le travail que nous avions accompli ensemble? Je songeais au premier chapitre de ma thèse, dactylographié et rangé en piles bien nettes sur mon bureau, puis je haussais les épaules. Si je ne croyais pas à l'histoire de Rossi, pouvions-nous continuer à collaborer, même si j'en arrivais à le prendre pour un fou. Peut-être parce que je pensais à lui en passant sous ses fenêtres, le fait que sa lampe était toujours allumée me frappa avec acuité. Toujours est-il que je progressais au milieu des flaques de lumière dessinées sur le trottoir par ses fenêtres, quand elles s'évanouirent littéralement sous mes pas. Cela s'accomplit en une fraction de seconde, mais un frisson d'horreur me glaça de la tête aux pieds. Un instant plus tôt, j'étais plongé dans mes réflexions, marchant dans les rectangles de lumière que sa lampe projetait dans la rue. Et la seconde d'après, j'étais pétrifié sur place. Deux faits étranges venaient de me frapper en même temps. D'abord, je n'avais jamais vu cette lumière à cet endroit, entre les bâtiments de l'amphithéâtre gothique, alors que j'avais emprunté ce chemin un millier de fois. Je ne l'avais jamais vue avant pour la bonne raison qu'elle n'avait jamais été visible. Et si je l'avais vue ce soir, c'était parce que toutes les autres lumières de la rue étaient éteintes. J'étais tout seul dans le noir, l'écho de mon pas étant le seul bruit à résonner encore. Et à l'exception de ces flaques de lumière provenant du bureau où nous discutions 10 minutes plus tôt, Rossi et moi, la rue était plongée dans une obscurité totale. La deuxième constatation, si toutefois elle eut lieu en second, fondit sur moi à l'instant où je m'arrêtais, me paralysant. Je dis qu'elle fondit sur moi parce que je le ressentais ainsi de tout mon être, et non avec ma raison ou mon instinct. Au moment même où je me figeais, la chaude lumière de la fenêtre de Rossi s'éteignit. Tu te dis sans doute qu'il n'y a là rien d'extraordinaire. Sa journée terminée, le dernier professeur encore à son poste s'apprête à rentrer chez lui et éteint sa lampe, plongeant du même coup dans le noir une rue où les réverbères sont momentanément en panne. Mais ce n'est pas du tout l'effet que cela produisit. Je n'eus pas l'impression d'une lampe de bureau qui s'éteint derrière une fenêtre. C'était comme si quelque chose, dans mon dos, s'était jeté sur la fenêtre, occultant la lumière. C'est à cette seconde que la rue fut plongée dans les ténèbres. Pendant un moment, je cessai de respirer. Terrifié et sonné, je me retournai, je scrutais les fenêtres noires du bureau de Rossi, invisible au-dessus de la rue, et, sur une impulsion, je rebroussai chemin en courant. La porte par laquelle j'étais sorti était verrouillée. Il n'y avait aucune lumière sur la façade du bâtiment. À cette heure, la porte était sans doute réglée pour se fermer après chaque passage. C'était certainement normal.
Je restai là, hésitant, quand les réverbères se rallumèrent comme par enchantement, et je me sentis tout bête. Il n'y avait aucune trace des étudiants qui avaient quitté le bâtiment derrière moi. Ils avaient dû partir dans une autre direction. Mais déjà, un autre groupe approchait en parlant fort et en riant. La rue n'était plus déserte. J'aurais l'air de quoi si Rossi sortait d'ici une minute, comme le voulait la logique, après avoir éteint la lumière, fermé son bureau, et qu'il me trouve planté là, à l'attendre. Il ne voulait pas que nous discutions de nouveau. Comment lui expliquer mes peurs irrationnelles, là, sur un pas de porte, alors qu'il avait tiré le rideau sur le sujet, sur tous les sujets morbides peut-être. Je tournai les talons, embarrassé, avant que nous nous trouvions nez à nez, et je rentrai hâtivement chez moi. Une fois dans mon appartement, je laissai l'enveloppe de Rossi dans ma sacoche, sans l'ouvrir, et je sombrai dans un sommeil agité. Je fus très occupé les 2 jours suivants, et je ne m'autorisai pas à regarder les papiers du professeur. En fait, je chassai résolument toute pensée ésotérique de mon esprit. Je tombai donc des nues quand, 2 jours plus tard, un condisciple de mon département m'intercepta dans la bibliothèque en fin d'après-midi. Paolo, attends! Tu n'es pas au courant pour Rossi? Me demanda-t-il en m'attrapant par le coude. Oui, tu as deviné, c'était Massimo. Aussi costaud et tonitruant qu'aujourd'hui. Peut-être même plus encore. Je lui saisis le bras. Rossi? Qu'est-ce qu'il y a? Que se passe-t-il? Il est parti, envolé, disparu. La police fouille son bureau. Je courus comme un fou jusqu'au bâtiment, qui avait un aspect tout à fait ordinaire dans la lumière pâle de la fin d'après-midi. Le hall grouillant d'étudiants quittant leur salle de cours. Au 2e étage, devant le bureau de Rossi, un agent de police municipale discutait avec le directeur du département et des hommes que je n'avais jamais vus. Au moment où j'arrivais, 2 hommes en veste noire sortirent du bureau du professeur, fermèrent soigneusement la porte derrière eux et se dirigèrent vers l'escalier conduisant aux salles de cours. Le cœur étreint d'une sourde angoisse, je me frayai un passage vers l'agent. Où est le professeur Rossi? Que lui est-il arrivé? Vous le connaissez? Demanda-t-il en levant les yeux de son calepin. C'est mon directeur de thèse. J'étais ici avec lui il y a 2 jours. Qui dit qu'il a disparu? Le directeur du département s'approcha et me serra la main. Avez-vous des informations? Sa gouvernante nous a téléphoné à midi pour nous signaler qu'il n'était pas rentré chez lui cette nuit, ni la nuit précédente. Il n'a pas sonné pour réclamer son dîner, ni son petit déjeuner. Elle affirme que c'est bien la première fois. Il a manqué une réunion de travail cet après-midi, sans nous téléphoner pour nous prévenir de son absence, ce qui ne lui était jamais arrivé non plus. Un étudiant nous a indiqué qu'il avait trouvé porte close alors qu'ils avaient rendez-vous, et que Rossi n'avait pas donné signe de vie. Comme il n'a pas non plus assuré son cours aujourd'hui, j'ai pris la décision de faire ouvrir son bureau. Il était à l'intérieur? J'essayais de respirer normalement. Non. Sous le choc, j'esquissai un geste pour ouvrir la porte de Rossi, mais l'agent me retint par le bras. Pas si vite. Vous avez bien dit que vous étiez avec lui il y a 2 jours. Oui. À quelle heure l'avez-vous vu pour la dernière fois? Environ 20h30. Avez-vous aperçu quelqu'un en partant? Je réfléchis un instant. Oui, 2 étudiants du département, Bertrand et Elias, je crois. Ils sont sortis en même temps que moi. Bien. Vérifiez, dit-il à l'un des 2 hommes avant de se tourner de nouveau vers moi. Dites, vous n'auriez pas remarqué quelque chose d'inhabituel dans le comportement du professeur Rossi? Que dire? Ma foi, il m'a raconté que les vampires existent, que le comte Dracula se balade parmi nous, et que je pourrais avoir hérité d'une malédiction en même temps que de ses recherches. Ah, et puis la lumière de son bureau a été engloutie par une forme gigantesque. Non, dis-je. Nous avions rendez-vous pour parler de ma thèse, et nous avons travaillé jusqu'à 8h30 environ. Êtes-vous partis ensemble? Non, je suis sorti le premier. Il m'a raccompagné jusqu'à la porte, et ensuite il est rentré dans son bureau. Avez-vous vu quelque chose d'anormal ou quelqu'un de suspect à proximité du bâtiment quand vous êtes parti? Entendu un bruit peut-être? J'hésitais de nouveau. Non, rien. Enfin, il y a eu une brève coupure d'électricité dans la rue. Tous les réverbères se sont éteints. Exact. La panne a été signalée. Mais à part ça, vous n'avez rien vu ni entendu d'inhabituel. Non.
Jusqu'ici, vous êtes la dernière personne à avoir vu le professeur Rossi, insista le policier. Réfléchissez bien. Pendant que vous travailliez avec lui, a-t-il fait ou dit quelque chose de bizarre? Vous a-t-il laissé entendre qu'il était dépressif, qu'il pensait au suicide, enfin ce genre de choses, ou qu'il songeait à s'en aller, à partir en voyage? Non, absolument pas, répondis-je avec sincérité. L'agent me fixa du regard. Je vais prendre votre nom et votre adresse. Il les nota sur son calepin, puis se tourna vers le directeur du département. Vous vous portez garant pour ce jeune homme? Il est sans nul doute celui qu'il dit être. Parfait, déclara le policier à mon intention. Vous allez entrer avec moi et me dire si vous remarquez quoi que ce soit d'anormal, ou si quelque chose était différent il y a 2 jours. Surtout, ne touchez à rien. La plupart des disparitions ont en réalité une explication très banale. Problème familial, dépression passagère. Votre professeur sera probablement de retour d'ici un jour ou 2. J'ai vu ça 1 million de fois. Mais à cause du sang sur le bureau, nous ne voulons prendre aucun risque. Du sang sur le bureau? Mes jambes se dérobèrent sous moi, mais je m'obligeai à entrer lentement derrière le policier. La pièce était exactement telle que je l'avais vue des dizaines de fois auparavant, dans la clarté du jour. En ordre, agréable, les sièges disposés de façon accueillante, les livres et les papiers rangés soigneusement en piles sur les tables et le bureau. Il n'y avait pas un bruit. J'avançai d'un pas. Sur le sous-main couleur chamois de Rossi s'étalait une flaque de couleur sombre, depuis longtemps séchée et figée. Je sentis une main réconfortante me tapoter l'épaule. La quantité de sang est insuffisante pour avoir entraîné la mort, expliqua le policier. Peut-être s'agit-il d'un simple saignement de nez ou d'une coupure. Le professeur Rossi était-il sujet aux hémorragies? Avait-il l'air malade ce soir-là? Non, je ne l'ai jamais vu saigner et il ne me parlait jamais de sa santé. Je pris conscience subitement, avec une lucidité effarante, que je venais de parler de nos conversations au passé, comme si elles avaient cessé pour toujours. Ma gorge se noua d'émotion, tandis que je revoyais Rossi, sur le seuil de son bureau, me regardant partir en souriant. S'était-il blessé lui-même, volontairement, qui sait, dans un moment d'égarement, et avant de quitter précipitamment la pièce, en fermant la porte à clé derrière lui? Non, ça ne tenait pas debout. J'essayais de l'imaginer délirant dans un parc, souffrant peut-être du froid et de la faim, ou montant à bord d'un car vers une destination choisie au hasard. Mais rien de tout ça ne collait. Rossi était un homme solide et réfléchi. Regardez très attentivement autour de vous. L'agent avait lâché mon épaule. Il me dévisageait avec intensité, et je sentis la présence du directeur du département et des autres sur le seuil derrière nous. Il me vint soudain à l'esprit que, si Rossi avait été assassiné, je ferais partie des suspects jusqu'à preuve du contraire. Mais Bertrand et Elias témoigneraient en ma faveur, de même que je témoignerais pour eux. J'examinais la pièce en détail, essayant de déceler l'invisible. C'était un exercice frustrant. Tout était réel, normal, concret, et pourtant, Rossi s'était volatilisé. Non, déclarai-je enfin. Désolé, mais je ne remarque rien de différent. Très bien. L'agent me fit pivoter vers les fenêtres. En ce cas, levez les yeux. Sur le haut plafond en plâtre blanc, juste au-dessus du bureau, une traînée sombre d'une douzaine de centimètres de long s'étirait en oblique, comme pour indiquer quelque chose dehors. Il semble que ce soit également du sang. Ne vous inquiétez pas, rien ne prouve qu'il s'agit de celui du professeur Rossi. Ce plafond est trop haut pour être atteint aisément, même avec un escabeau. Nous procéderons à des analyses. Maintenant, réfléchissez bien. Rossi a-t-il fait allusion devant vous à un oiseau qui serait entré cette nuit-là? Ou bien avez-vous entendu du bruit en partant, peut-être comme quelque chose passant par une fenêtre? Les fenêtres étaient-elles ouvertes? Non, il n'a rien évoqué de ce genre. Et les fenêtres étaient fermées, j'en suis certain. Je ne parvenais pas à détacher mon regard de la tâche. J'avais l'impression que, si je la fixais de toutes mes forces, je parviendrais à lire dans son horrible forme hiéroglyphique. Nous avons eu des oiseaux dans ce bâtiment à plusieurs reprises, intervint le directeur du département. Des pigeons. Ils entrent par les lucarnes de temps en temps.
C'est une possibilité, admit l'agent. Nous n'avons pas trouvé trace de fiente de pigeon, mais cela reste une possibilité. Ou alors une chauve-souris, reprit le directeur. Pourquoi pas une chauve-souris? Ces vieux bâtiments abritent probablement toutes sortes d'animaux. C'est très possible, approuva un professeur depuis le seuil. Surtout si Rossi a essayé de la chasser avec un balai ou un parapluie et qu'il l'a blessée. Avez-vous déjà vu quelque chose qui ressemble à une chauve-souris ou à un pigeon? Me demanda le policier. Il me fallut quelques secondes pour former le simple mot et lui faire franchir la barrière de mes lèvres sèches. Non, articulai-je. Mes yeux avaient suivi la traînée sanglante et s'étaient arrêtés à l'endroit qu'elle semblait désigner comme son point de départ. Sur le dernier rayon de la bibliothèque de Rossi, celui où il classait ses échecs, un ouvrage manquait. Là où il avait rangé 2 nuits plus tôt son mystérieux exemplaire du livre au dragon, une étroite crevasse noire béait désormais entre les reliures. Le directeur du département me raccompagna dans le couloir en me tapotant le dos et en me disant de ne pas trop m'inquiéter. Je devais être d'une pâleur de cire. Je me tournai vers le policier qui fermait et verrouillait la porte derrière nous. À supposer que le professeur Rossi se soit blessé ou qu'il ait été victime d'une agression, ne pourrait-il se trouver en ce moment même dans un hôpital? Il secoua la tête. Nous avons déjà vérifié. Pour l'instant, sa présence n'a été signalée nulle part. Pourquoi vous pensez qu'il aurait pu se blesser lui-même? Vous avez dit qu'il ne semblait ni suicidaire ni déprimé. Oh, il ne l'était pas. J'avalai une grande goulée d'air et le sol cessa de tanguer sous mes pieds. Le plafond de son bureau était trop haut pour qu'il ait pu le tâcher de toute façon, mais c'était une amère consolation. Inutile de nous attarder ici. Il se tourna vers le directeur du département et ils s'éloignèrent en conversant à voix basse. L'attroupement qui s'était formé autour de la porte du bureau commençait à se disperser, et je m'éloignai à mon tour. J'avais un besoin désespéré d'un endroit calme où je pourrais m'asseoir. Mon banc favori dans la nef de la vieille bibliothèque de l'université était encore tiédi par les derniers rayons d'un après-midi de printemps. Autour de moi, 3 ou 4 étudiants lisaient ou discutaient tranquillement, et je sentis le calme familier de ce havre de paix pénétrer au plus profond de mon être. Le vaste hall était percé de fenêtres aux vitres colorées, donnant pour certaines sur les salles de lecture, pour les autres sur de petites cours ou des promenoirs, rappelant ceux d'un cloître, de sorte que je voyais des silhouettes entrer et sortir, ou encore étudier à de grosses tables en chêne. C'était la fin d'une journée ordinaire. Bientôt, le soleil déserterait les dalles sous mes pieds et plongerait le monde dans une lumière crépusculaire, signe pour moi qu'il se serait écoulé exactement 48 heures depuis mon dernier entretien avec mon mentor et ami. Pour l'instant, le savoir et l'activité régnaient encore en ce lieu, indifférents à l'approche de la nuit. Je dois préciser qu'à cette époque, j'éprouvais le besoin d'être seul quand je travaillais, sans source de distraction, dans un silence absolu, quasi monastique. Je t'ai déjà parlé de ces cabinets de lecture, dans les derniers étages de la bibliothèque, où j'avais mon propre pupitre. C'est là que j'avais découvert cet ouvrage étrange, qui avait modifié le cours de ma vie et de mes pensées en l'espace d'une nuit. 2 jours plus tôt, à cette heure-ci, j'étais en train de travailler, seul, affairé et sans crainte, sur le point de refermer mes bouquins sur les Pays-Bas et de me rendre avec un plaisir mêlé d'impatience à un rendez-vous avec mon directeur de thèse. Je ne pensais à rien d'autre qu'à ce que Heller et Herbert avaient écrit sur l'histoire économique de l'Utrecht et comment je pourrais réfuter leurs allégations dans un article, pourquoi pas, emprunté à l'un des chapitres de ma thèse. Je regardais une fois encore le hall peuplé, les taches de soleil sur le sol qui disparaissaient déjà, les portes de l'entrée principale qui ne cessaient de s'ouvrir et de se fermer sur leurs gonds en bronze. Puis, je ramassai ma sacoche en cuir râpé, soulevai le rabat et sortis une épaisse enveloppe brune, bien pleine, où la main de Rossi avait tracé une seule ligne. À conserver pour le suivant. Le suivant. Je n'avais pas regardé le libellé quand il me l'avait confié. Avait-il eu en tête de sauvegarder ces informations
en vue d'une future tentative pour élucider ce mystère aussi défendu qu'un château fort? Ou bien le suivant était-il moi-même? Était-ce une preuve de sa folie? À l'intérieur de l'enveloppe, je trouvais des papiers de différents formats et épaisseurs, certains fanés et fragilisés par les années, d'autres en papier pelure, entièrement recouverts de textes tapés à la machine, à intervalles serrés. Il me fallait de la place pour étaler cette documentation volumineuse, décidai-je. Je me dirigeai vers la table de travail la plus proche, à côté du fichier. Il y avait encore du monde autour de moi, tous des inconnus sympathiques, mais je jetai néanmoins un coup d'œil superstitieux par-dessus mon épaule, avant de sortir les documents et de les disposer sur la table. 2 ans plus tôt, j'avais manipulé des manuscrits de Sir Thomas More, ainsi que des lettres envoyées d'Amsterdam par Hans Albrecht, et plus récemment, j'avais aidé à numériser une série de livres de contes flamands datant de 1680. Je savais, en ma qualité d'historien, que l'ordre dans lequel apparaissent des archives est toujours un élément riche d'enseignements. Puisant un stylo et du papier dans ma sacoche, je dressai la liste des documents dans l'ordre dans lequel je les sortais. Le premier, celui du dessus, était la liasse de feuilles de papier pelure. Elles avaient été dactylographiées aussi nettement que possible, plus ou moins sous la forme de lettres. Je veillais à les laisser ensemble, en m'interdisant de les regarder de trop près. Le deuxième document était une carte, tracée à la main avec une précision étonnante. Elle commençait déjà à s'effacer, et les marques et noms de lieux étaient à peine visibles sur le papier épais, manifestement d'origine étrangère et arrachées à un vieux bloc-notes. 2 cartes similaires suivaient. Puis venaient 3 pages de notes éparses, manuscrites, à l'encre, et assez lisibles à première vue. Je les rangeai ensemble aussi. Ensuite, une brochure invitait les touristes à visiter la Roumanie romantique. Elle était rédigée en anglais et, à en croire les fioritures art déco, elle avait dû être imprimée dans les années 1920 ou 1930. Il y avait aussi des factures d'hôtels et de restaurants d'Istanbul, et une grande carte routière des Balkans, ancienne et grossièrement imprimée en 2 couleurs. Le dernier document était une petite lettre ivoire, scellée et sans destinataire. Je la posai à part, héroïquement, sans la décacheter. C'était tout. Je retournai la grosse enveloppe brune et la secouai afin de m'assurer que rien ne m'avait échappé, pas même un trombone. Tout en effectuant ce geste, j'éprouvai pour la première fois une sensation qui allait m'accompagner tout au long de cette quête. Je sentis la présence de Rossi à mes côtés, sa fierté devant ma minutie, comme si son esprit vivant me parlait à travers les méthodes d'investigation qu'il m'avait lui-même enseignées. Je savais que dans ses travaux de recherche, il progressait vite, mais aussi qu'il n'omettait rien et ne négligeait aucune piste. Pas un document, pas une archive, où qu'elle se trouve dans le monde, et certainement pas une idée, aussi démodée que cela puisse paraître aux yeux de ses collègues. Sa disparition, et, songeai-je avec exaltation, le besoin qu'il avait de mon aide, nous avait subitement placés presque sur un pied d'égalité. J'avais le sentiment, également, qu'il m'avait promis ce résultat, cette égalité, depuis le premier jour, guettant le moment où je la gagnerais. Tous les documents étaient maintenant devant moi sur la table. Je commençai par les lettres, ces longues épîtres tapées à la machine, à intervalles serrés sur du papier pelure, avec peu de fautes et peu de corrections. Elles semblaient déjà classées par ordre chronologique. Chacune était soigneusement datée, toutes de décembre 1930, plus de 20 ans plus tôt. Chacune portait pour toute adresse l'entête Trinity College, Oxford. Je parcourus rapidement la première lettre. Rossi y racontait la découverte du livre mystérieux et ses toutes premières recherches à Oxford. Elle était signée, bien à vous, avec tous mes regrets, Bartholomew Rossi. Et elle commençait par je tenais délicatement le papier pelure entre mes doigts, même quand mes mains se mirent à trembler. Elle commençait affectueusement ainsi cher et infortuné successeur. Mon père s'interrompit brusquement, et la fêlure dans sa voix m'imposa de détourner les yeux. Par un accord tacite,
Nous récupérâmes nos vestes et nous traversâmes la célèbre petite piazza en simulant un regain d'intérêt pour la façade de l'église.